Nous reprenons nos travaux. Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons maintenant M. Jean-Claude Mallet. M. Jean-Claude Mallet, je n'aurai pas l'indécence de rappeler votre carrière. Vous êtes conseiller d'État. Vous avez été secrétaire général de la Défense nationale, vous avez été directeur des affaires stratégiques au ministère de la Défense, vous avez été président du conseil d'administration de l'École normale supérieure, vous avez été président de l'ARCEP, vous avez été conseiller dans les cabinets de Pierre Jox, et puis essentiellement ensuite conseiller spécial auprès de Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense. Et vous êtes donc maintenant, comme je l'ai dit, directeur des affaires publiques du groupe Total Énergie depuis 2019. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera, le cas échéant, diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable en vidéo à la demande. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans de prison et 45 000 à 100 000 euros d'amende. Monsieur, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous tenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie, ce qui me paraît assez évident dans le cas présent, donc je renonce à la formulation du propos. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, Mesdames les sénateurs et sénatrices, vous avez souhaité m'entendre donc au titre de ma fonction de directeur des affaires publiques de Total Énergie. Et si j'ai bien compris ce que m'a rapporté votre équipe, aussi à raison de mon expérience d'ensemble en tant que conseiller d'État dans l'administration, les cabinets, disons l'État, et dans l'entreprise. Je commencerai par la direction que j'ai aujourd'hui l'honneur de conduire, avant d'élargir, si vous me le permettez, Monsieur le Président, le propos dans le temps que vous m'accordez. La direction des affaires publiques de la compagnie Total Énergie appartient à son pôle stratégie et développement durable, en anglais Strategy and Sustainability. Elle est en particulier, pour ce qui intéresse votre commission, chargée des relations avec les pouvoirs publics en France et en Europe. Elle assiste les directions générales de l'entreprise pour animer ces relations, organiser les réponses aux sollicitations très nombreuses de ces autorités publiques concernant l'expertise, la stratégie, les projets de la compagnie, expliquer les enjeux énergétiques qui sont souvent techniques, mal connus des administrations, et contribuer à la réflexion sur les problématiques correspondantes à fournir, en particulier dans cette période de transition écologique. Elle comporte une trentaine de collaboratrices, dont 25 cadres, répartis en 5 divisions: la division des relations institutionnelles France, la division des relations institutionnelles internationales, la division de l'intelligence économique, la direction des affaires publiques européennes qui est installée à Bruxelles et la direction Affaires publiques Washington, qui est installée aux États-Unis. La mission de cette direction la conduit à représenter les intérêts de la compagnie auprès de ses différents interlocuteurs publics, gouvernement, parlement, collectivités publiques au niveau national, institutions européennes, institutions américaines, groupes de réflexion français et internationaux, représentation diplomatique française et étrangère et organisations internationales. Elle assiste la direction générale dans ses différentes interventions et dans ses déplacements internationaux. Elle exerce un rôle de veille et d'anticipation sur les politiques publiques qui sont susceptibles d'exercer une influence sur les activités et les intérêts de la compagnie. Et elle joue au sein de la compagnie un rôle de coordination des actions auprès de ces instances et de plaidoyer, c'est la traduction du terme advocacy qu'on utilise beaucoup au plan international, et représentation d'intérêts, c'est les termes de la loi Sapin, dans certains cas qui sont dûment précisés par la direction générale. La direction des affaires publiques travaille donc, et je vous le dis pour que vous compreniez bien notre organisation, en étroite liaison avec les branches opérationnelles où elle dispose de points de contact et de relais, exploration-production, vous allez entendre bientôt son directeur, raffinage chimie,
gaz renouvelable et électricité, marketing et services, et désormais la branche OneTech, la dernière née des branches de la compagnie, qui a été créée pour mettre en pool et en synergie l'ensemble des ingénieurs et techniciens de la compagnie en soutien et mise en œuvre de la transition de celle-ci vers le net zéro émission. Pour me faire comprendre sur ce point, s'agissant d'une nouvelle branche, l'exemple topique est celui des ingénieurs spécialisés dans les technologies offshore, jusqu'à présent pétrolières et gazières, mais dont le savoir-faire peut être mis au service de l'éolien en mer, et il y a une multitude d'exemples comme celui-ci. L'important est qu'il y a désormais une force de frappe de 3000 ingénieurs, chercheurs, techniciens consacrés à cette mise en commun et conversion de la compagnie pour construire le deuxième et nouveau pilier de la stratégie de Total Energy, la production, la distribution et la vente d'électricité bas carbone, sans parler de l'ensemble des pistes technologiques qui sont explorées pour développer les énergies bas carbone, déméthaniser, décarboner nos productions, trouver des solutions pour la production de gaz vert, etc. Nos activités dans tous ces domaines sont, s'agissant de la représentation d'intérêts, contrôlées par la HATVP, dont vous avez entendu récemment le président. Si je prends une approche plus large que la représentation d'intérêts au sens strict de la loi Sapin, nous avons de plus conduit depuis 3 ans un effort résolu de transparence plus global et mis en ligne sur notre site une section qui récapitule nos actions et l'ensemble de nos engagements. Ce site est régulièrement actualisé. Il porte aussi publication de l'ensemble des associations professionnelles auxquelles adhère la compagnie. C'est la direction des affaires publiques qui est chargée de son animation et de la conduite des recensements qui sont publiés. Monsieur le Président, cette incidence me conduit à caractériser, je dirais un peu plus politiquement, si vous le permettez, la nature des relations entre ma direction et les pouvoirs publics ces dernières années. Un bref récapitulatif montre que de 2019 à 2023, 68% des actions de représentation d'intérêt de Total Energy, SE, au sens de la loi Sapin, ont été réalisées auprès de nos interlocuteurs publics en faveur de l'accélération de la transition énergétique, de l'environnement ou du développement d'une économie circulaire. Je donne quelques exemples. Facilitation du déploiement des renouvelables, facilitation du déploiement des batteries de recharge haute puissance pour les véhicules électriques, projets spécifiques de centrales solaires, création d'un environnement favorable pour le nouveau marché de l'électricité où nous nous lançons, conversion de sites pétroliers en sites zéro pétrole, comme à Grand-Puy en Seine-et-Marne, production d'hydrogène vert, de biocarburants, etc. La montée en puissance de ces thèmes a été fulgurante, parallèlement au développement du pacte vert à Bruxelles, le Green Deal, puis des objectifs de ce qu'on a appelé l'ajustement à l'objectif 55, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz de serre en Europe de 55% en 2030 par rapport à 1990. Mes 2 premières années chez Total Energy ont donc été marquées par la mise en place d'une capacité de traitement de ces questions, tant à Bruxelles qu'au siège et dans toute la compagnie. Celle-ci soutient dans son principe l'objectif du plan vert. Il faut trouver des modalités d'application qui évitent de paralyser l'accès de nos concitoyens et de l'industrie européenne à une énergie propre, fiable, abordable, ce qui est la vocation de la compagnie, aussi bien en Europe que dans le monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a de nouveau profondément modifié la donne. La question de la souveraineté énergétique et donc de la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe est revenue au centre des préoccupations des pouvoirs publics et cela a bien sûr influencé l'action de ma direction. La nécessaire diversification des sources d'énergie, la sécurité, la régularité et l'accessibilité des flux sont apparus en pleine lumière au gouvernement des États membres et à l'exécutif européen comme un impératif d'égale importance à celui de la prise en compte de l'accélération de la transition énergétique. Vous le savez, la France, grâce à son investissement dans le domaine nucléaire, est particulièrement bien placée pour répondre à ce double défi. Mais le nucléaire ne suffit pas et la compagnie, par son empreinte mondiale, ses moyens, est capable d'apporter rapidement des réponses concrètes à l'urgence de la sécurité d'approvisionnement, tout en maintenant au premier rang son investissement fondamental dans la transition vers le net zéro émission. Le dialogue avec les pouvoirs publics qui vous intéresse ici a donc été très étroit et j'allais dire permanent pour conjuguer ces impératifs d'égale importance, et cela tant à Paris qu'en Europe et dans le monde. Pour ne citer que quelques exemples concrets, la compagnie a très rapidement pris contact en mars 2022 avec les gouvernements allemands et polonais pour proposer les alternatives qui s'imposaient
à l'alimentation russe de la raffinerie de Leuna, qui est de la compagnie, dont dépend une bonne partie de l'industrie de l'Est de l'Allemagne. Il fallait passer notamment par Gdansk, jouer de nos sources en mer du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis. Et cette triangulation, Pologne, Allemagne, compagnie Total Energy, a été réalisée avec la participation active de la direction et au premier rang, évidemment, de notre filiale en Allemagne. La compagnie a aussi répondu aux besoins européens de ressources gazières hors Russie en déployant de nouvelles capacités de regazéification nécessaires au traitement du gaz naturel liquéfié, que je dirais GNL. En Allemagne, à Lubmin, en France, au Havre, avec un apport de 5 millions de tonnes par an par des usines flottantes, dont l'une était amenée d'Asie. La direction des affaires publiques, là aussi, a été en contact régulier avec les cabinets et les administrations concernées pour à la fois définir le projet et aussi pour veiller avec le législateur à la façon dont la procédure pourrait être en urgence adaptée. Dans le même temps, la compagnie a accéléré ses investissements dans l'électricité de sources renouvelables et les molécules bas carbone. Et cet effort l'a placé en un temps record. C'est reconnu par de nombreux observateurs internationaux, au premier rang donc des développeurs mondiaux. Ça a d'ailleurs été déjà souligné, je crois, devant vous. À titre d'exemple, la direction des affaires publiques a soutenu en amont d'un projet de construction d'un parc éolien terrestre au Kazakhstan les efforts de coopération aboutissant à un accord cadre bilatéral entre la France et ce pays, comme vous l'a indiqué Madame d'Antoine lors de son témoignage devant vous le 29 février dernier. Cette centrale aura une puissance de 1 gigawatt, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire, le premier parc de cette classe, de cette capacité dans ce grand pays. Les engagements pris lors des COP, parallèles et complémentaires à ceux pris par les gouvernements, illustrent également ce type de relation. La production, le transport de GNL est depuis des années une priorité de la compagnie et à la demande de la direction générale, la direction des affaires publiques a constamment fait valoir aux autorités françaises l'importance de notre engagement en ce sens. La compagnie s'étant dotée précocement d'objectifs radicaux et y entraînant ses partenaires en cohérence avec l'objectif finalement retenu par la COP28 vers le zéro méthane en 2030. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la stratégie de la compagnie, que d'autres, en particulier Patrick Pouyanné, vous expliqueront mieux que moi et plus en détail, combine ainsi la réponse à l'indispensable transition énergétique et à l'impératif de sécurité énergétique, de déploiement accéléré des renouvelables, de montée en puissance d'un pôle d'électricité bas carbone qu'elle veut parmi les 5 plus grands mondiaux hors Chine dès 2030 et la déméthanisation au maximum possible de la production de gaz naturel liquéfié. La direction des affaires publiques contribue à porter cette stratégie et ses conséquences auprès des pouvoirs publics en France et en Europe. Je me trouve personnellement particulièrement en phase avec elle. Ni demain le grand soir, ni on ne bouge pas, surtout pas, parce que ça rapporte. Mais on y va, en combinant le mieux possible les objectifs et en allant le plus vite possible selon notre expertise et sans casser l'outil. Si vous permettez, pour conclure, je peux apporter quelques indications sur les raisons plus générales pour lesquelles j'ai choisi de rejoindre Total Energy, répondant positivement à une proposition de la compagnie en 2019, comme vous l'avez rappelé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une petite précision sémantique préalable. Mais, Monsieur le Président, vous ne serez pas surpris. Le mot « pantoufle » est tiré de l'argot polytechnicien et il désigne la somme que doit rembourser l'État à un fonctionnaire, à un ingénieur ou autre qui n'accomplit pas l'engagement décennal qu'il a pris lorsqu'il a été formé dans l'une des écoles supérieures de l'État et, j'allais dire, de la République. Pour ma part, j'ai quitté ce service, ce dernier, après 43 ans. J'ai exercé ce service principalement, comme vous l'avez dit, et je ne vais pas reprendre puisque vous avez eu la courtoisie de rappeler beaucoup de choses, après 43 ans, disons, dans les ministères régaliens, au Conseil d'État, au SGDN, et j'étais plusieurs fois chargé de rédiger des livres blancs sur la défense et la sécurité, y compris à la demande de Nicolas Sarkozy en 2007-2008, où je suis devenu par ailleurs, à plusieurs reprises, dans des fonctions interministérielles, notamment délégué interministériel pour les actions de la France à l'occasion de la tragédie du tsunami, à la demande de Jean-Pierre Raffarin en 2005. Et pendant ces temps, donc, j'ai travaillé avec Jean-Yves Le Drian, que je vais rejoindre. J'y reviendrai. Pour vous apporter un éclairage personnel sur cette question des passerelles publiques-privées, qui, je crois, passionne beaucoup de débats. Outre l'adhésion à la stratégie que j'ai résumée, je citerai 3 traits importants qui me paraissent caractériser l'action dans cette compagnie et faire comprendre, j'espère, l'intérêt pour lequel je les rejoins
et l'intérêt pour lesquels un parcours comme le mien trouve sa place dans une telle compagnie. Sa mission et sa raison d'être est d'apporter au plus grand nombre dans le monde une énergie sûre, suffisante, abordable et de plus en plus propre. Elle est participante à la transition juste. Cela me semble relever très clairement de l'intérêt général que j'ai toujours servi et que je vais encore servir en rejoignant prochainement Jean-Yves Le Drian pour d'autres missions dans une entreprise publique. L'identité de cette compagnie est à la fois profondément française, reconnue comme telle dans le monde entier, et ceci depuis 100 ans, puisque nous fêtons l'anniversaire des 100 ans de Total Energy ce mois-ci. Et sa dimension internationale, multinationale. Et elle est fière des deux. Mais cette marque française, de l'un des plus grands groupes mondiaux de l'énergie, à la pointe de la technologie, est une chance pour notre pays et d'ailleurs plus largement pour l'Europe. Je sais d'expérience que votre Haute Assemblée, dans sa grande majorité, ne peut qu'être également sensible à une telle dimension. Son ADN, c'est le troisième élément, est de savoir en permanence travailler, investir sur le long terme, planifier, programmer ses investissements pour des projets sur 10, 20, 30, 40 ans. Et là, Monsieur le Président, vous m'excuserez, l'ancien conseiller du ministre de la Défense, l'ancien président des commissions chargées des rédager les livres blancs qui inscrivent l'action de l'État dans des perspectives longues, notamment une quinzaine d'années pour ce qui concerne les livres blancs, j'en sais quelque chose, se retrouve dans une forme de parenté au moins intellectuelle pour une dimension prospective qui est d'ailleurs trop souvent négligée par l'action publique. Je crois que le Sénat souvent s'en plaint, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, je formule personnellement le souhait que les parcours entre le service public et les entreprises privées ne soient pas découragés, bien au contraire, lorsqu'ils apportent tant, mais bien sûr, ça n'exclut pas la vigilance sur les conflits d'intérêts, bien entendu. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le directeur, je tiens à vous dire que ce sera la nuance, d'ailleurs, évidemment, entre moi et le rapporteur. C'est que moi, je pense qu'effectivement, depuis longtemps d'ailleurs, il y a des passages publics-privés dans ce pays. L'essentiel, c'est de veiller, comme vous le dites, aux conflits d'intérêts qui ne se produisent pas. Pour le reste, on n'a pas tant de gens si compétents que ça dans ce pays pour s'en dispenser s'ils veulent faire carrière de manière plus large et plus ouverte. Donc, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Monsieur le directeur, vous avez fait la carrière, je ne vais pas la rappeler, vous l'avez rappelé en partie et je l'ai redit au début. Bien entendu, vous avez été, je ne sais pas sur d'autres expériences, mais sur le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense. Comment vous voyez, au-delà même de vos fonctions d'aujourd'hui, comment vous voyez d'abord l'image de Total Energy dans le monde, dans les autres pays? Vous avez dit à un moment de votre propos, cette image est très identifiée à la France. C'est une évidence, si c'est le 100e anniversaire, ça commence à faire un certain temps que cette société travaille dans le monde entier. Et au-delà de ça, si je vous disais comme ça, puisque c'est un peu le sujet de cette commission, est-ce que vous avez le sentiment, même si ce n'est pas directement vos fonctions, que Total Energy s'est réellement engagé dans la décarbonation, s'est réellement engagé dans la transition écologique? Et est-ce que, à l'intérieur même de Total Energy, vous avez le sentiment qu'il y a des réticences, que certains se disent il vaut mieux faire beaucoup d'argent tout de suite avec du fossile plutôt que d'aller vers des choses plus compliquées? Merci pour vos questions, Monsieur le Président. Je dois dire que l'image de Total Energy dans le monde est simplement excellente. Elle est extrêmement réputée pour son efficacité. Elle est recherchée. Elle est recherchée parce qu'elle sait conduire des programmes complexes. Or, il y a énormément de programmes complexes. Elle sait, le cas échéant, accompagner des demandes de transition énergétique, justement. Elle sait et elle développe de façon accélérée, depuis maintenant 3 ans, des projets multi-énergie. Je voudrais juste prendre un exemple. Pour un projet avec un investissement globalement de 10 milliards, en Irak, qui était le lieu où a commencé la capacité de production d'hydrocarbures à l'époque de la compagnie qui était à l'époque la Compagnie française des pétroles, en 1924. Concrètement, en Irak, nous avons un projet qui combine le dessalement d'eau de mer pour permettre d'avoir de l'eau qui vienne de l'eau de mer et non pas des sources intérieures qui vont permettre d'accélérer la possibilité d'utiliser le plus longtemps possible les champs et accroître
l'autonomie de l'Irak par rapport à des acteurs extérieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Une centrale solaire, l'exploitation, la lutte contre le flaring, ce qui est un fléau. Si vous êtes allé dans cette partie de l'Irak, vous savez que la pollution est un véritable fléau, et l'exploitation des champs qui sont là. Et donc, ce sont ces 4 dimensions qui font l'exploitation du projet, du contrat, pardon, la définition du contrat passé avec l'Irak. Et cette démarche, j'ai cité l'exemple du Kazakhstan, mais ce n'est qu'un exemple, cette démarche est une démarche générale. C'est extraordinairement complexe. Et si vous le permettez, puisque vous m'en donnez l'occasion, la force que peu connaissent, semble-t-il, à l'extérieur, la force de Total Energy, c'est son capital humain. Vous avez là un rassemblement parmi les meilleurs cadres, les meilleurs ingénieurs, qui sont capables de se donner à fond sur ce type de projet et qui savent manier la complexité de ces projets. C'est à cause de cette capacité, et qui a été démontrée au fil des années, au fil des décennies, que l'on vient chercher Total Energy. Donc la réputation, pour répondre à votre question, sur le plan international, je crois qu'elle est vraiment excellente. Est-ce que la compagnie est véritablement engagée dans la décarbonation? Je pense que la réponse est oui, mais alors, massivement, les salariés, les cadres sont attachés à la stratégie qui a été définie depuis maintenant, en particulier depuis le tournant, disons, des années 2020-2021, qui ont été sanctionnés par des votes de l'Assemblée générale, mais aussi en interne, par les revues que nous faisons et qui montrent qu'il y a une adhésion massive, c'est une des grandes forces, il y a une adhésion massive des salariés derrière cette stratégie. Donc c'est ça qui en fait, je pense, la force. Quant à la réalité de sa politique, sa stratégie de décarbonation, je sais qu'elle est contestée. Et à dire vrai, nous acceptons tout à fait le débat. Il peut y avoir une contestation sur le rythme. Est-ce qu'on va assez vite? Est-ce qu'on va pas assez vite? Ça peut exister. Mais le fait qu'on y va, franchement, d'ailleurs, c'est exposé dans tous les documents officiels, et ces documents officiels sont audités, contrôlés, etc. Franchement, on ne peut pas dire qu'on n'y va pas. Dépenser 5 milliards par an sur les énergies décarbonées, dont 4 milliards sur l'électricité renouvelable par an dans les années qui viennent de s'écouler, qui vont venir, ça vient d'être à nouveau affirmé, ça n'est pas rien. Et ça implique en effet, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la branche OneTech, ça implique en effet une transformation interne, une transition interne de la compagnie vers un nouveau modèle. Et nous avons dans le rapport qui vient d'être publié hier, nous avons exposé ce qu'étaient nos objectifs 2050. Et je me permets, Monsieur le Président, d'y renvoyer votre équipe et d'y renvoyer votre commission. Vous avez des précisions sur ce qu'est l'objectif que l'on cherche à atteindre. Et on y va, si j'ose dire, avec d'abord des objectifs dès 2030. Ces objectifs ne sont pas encore idéalement ceux qu'on vit, mais le net zéro émission, personne ne va l'atteindre véritablement avant les années qu'on a évoquées. Vous avez eu un témoignage, je crois, de Carlos Tavares qui vous a dit que lui, il pensait pouvoir le faire en 2038. Mais en tout cas, ce n'est pas demain. Et donc chaque entreprise dans son domaine essaye de s'adapter. Et je pense que l'engagement, contrairement à ce qu'on lit un peu trop souvent, l'engagement de Total Energy dans cette direction n'est pas contestable. On peut contester son rythme, on peut dire, voilà, est-ce que vous ne pourriez pas aller vite? Et nous sommes à l'écoute. On n'est pas du tout, je dirais, autiste, au contraire. Et je peux vous garantir que la direction générale de la maison, très régulièrement, nous fait savoir, y compris à moi-même comme directeur des affaires publiques, y compris à la directrice climat ou directeur de la stratégie, attention, écoutez bien ce qui est dit à l'extérieur. C'est un de nos rôles, à la direction des affaires publiques, d'apporter à l'intérieur de la compagnie cette vision de l'extérieur. Parce que sinon, tout le monde, évidemment, travaille à réussir les objectifs. Et je peux vous dire que, je peux en témoigner véritablement, si vous le permettez, cet engagement, il est unanimement... il suscite une unanimité, et en particulier, mais pas seulement, auprès des 300 cadres dirigeants qui entourent la direction générale de la compagnie. Merci. Le rapporteur va profiter du fait que vous êtes à l'écoute pour dire, je ne suis pas sûr qu'il aura les mêmes propos que moi, mais ça va être que du bonheur dans le débat. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, y compris de vos propos introductifs. Monsieur le directeur, vous êtes incontestablement un grand serviteur de l'État. Pas par la taille, hein, par votre expérience. Enfin, les gens qui captent ne voient pas votre taille, mais vous êtes grand, je le suis aussi, mais par ce que vous avez apporté à notre pays, que ce soit évidemment en matière de défense et en matière de politique étrangère.
Donc merci pour ça. Et c'est vrai que votre passage chez Total a questionné plus d'un, vous le savez, et vous avez en partie répondu à cette question après, encore une fois, le travail que vous avez fait pour notre pays. La différence que je peux avoir avec le président, c'est pas tant sur le principe de passer du public au privé. Je veux dire, c'est bien de s'enrichir et c'est bien que, à la fois dans l'économie comme dans le secteur public, dans la fonction publique, les expériences permettent d'enrichir les uns et les autres au sens de l'intérêt général, évidemment. La question, c'est comment ça s'organise. Et évidemment, comment on crée quand même de l'étanchéité entre la décision publique et l'intérêt privé. C'est notre sujet particulièrement dans cette audition. D'ailleurs, peut-être pourrez-vous nous dire un peu plus qu'ont pu être les avis du comité de déontologie des affaires étrangères ou de la haute autorité sur votre travail à la direction des affaires publiques de Total. Ce que j'aimerais comprendre, au fond, si on prend quelques cas précis, comment vous travaillez dans vos fonctions, y compris avec les autorités françaises, les différents ministères, sur plusieurs cas. Le ministre Le Drian, que vous avez servi, en 2022, s'est engagé beaucoup au Qatar sur des projets d'énergie fossile. Il avait fait la même chose au Mozambique. Et le cas du Mozambique est intéressant, y compris au regard de votre expérience. Est-ce que la direction des affaires publiques que vous dirigez, est-ce que vous-même, vous êtes intervenu auprès de vos anciens collègues, auprès de la haute administration, auprès d'un certain nombre de ministères, auprès de la présidence de la République, pour organiser, faciliter ces voyages? Parce que le ministre Le Drian était aussi le ministre du climat, au fond, puisqu'il avait succédé à Laurent Fabius, président de la COP Paris, et donc de l'accord de Paris. Et donc, est-ce que vous êtes intervenu vous-même ou votre direction pour faciliter les choses? Mozambique, c'est un cas qui va nous intéresser. On va auditionner l'ambassadeur de France au Mozambique, parce que c'est vrai que là, on est sur un combo d'enjeux militaires, de sécurité, d'enjeux énergétiques et de présence de la France. Comment, au regard de votre expérience avec le ministère de la Défense, avec les affaires étrangères, Total est intervenu auprès des autorités françaises pour organiser à la fois le soutien à l'implantation de Total sur ce projet au Mozambique et puis la sécurisation du site de Total. On sait qu'on est dans une situation de forte insécurité, de situation d'urgence, comme on dit. Est-ce que vous-même, vous êtes intervenu, encore une fois, auprès du ministère de la Défense, auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès des autorités rwandaises ou du Mozambique, justement, pour favoriser la situation de Total sur place? Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être d'abord répondre à votre question et effectivement vous donner... Pour répondre à votre question et vous donner quelques éléments. D'abord, en ce qui concerne le passage en 2019, je crois que le mieux, c'est que je vous donne des éléments qui viennent de la décision de la commission de déontologie du 16 mai 2019, avant que je rejoigne à l'époque le groupe Total. Tout d'abord, et c'est important, parce que c'est à quoi sert la commission de déontologie et à quoi sert la HATVP. Elle cherche à vérifier si les fonctionnaires, hauts ou pas hauts, ont été impliqués dans des opérations de surveillance, de suivi spécifique, d'avis à donner sur des opérations de l'entreprise privée à laquelle ils sont. Donc le texte, je me permets de donner les éléments. Et d'autre part, il y a une dimension plus éthique qui est est-ce que la nouvelle fonction est de nature à jeter une ombre, en termes moraux notamment, sur le passé. Donc sur le premier point, ce que dit la commission de déontologie, il ne résulte pas des éléments soumis à la commission que M. Mallet ait été chargé, dans le cadre de ses fonctions exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle de la société Total ou toute autre entreprise ayant avec elle des liens.
ni de conclure des contrats de toute nature ou formuler un avis sur ces mêmes contrats, ni de proposer directement à l'autorité compétente des décisions, etc. Voilà sur le premier point. Et sur le deuxième point, il n'apparaît pas non plus que les fonctions de M. Mallet, celles qu'il envisage d'exercer, soient de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes, sous réserve, il y a une réserve, que jusqu'au 31 mai 2022, il s'abstienne de toute relation professionnelle avec les membres du cabinet du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui était en fonction lorsqu'il l'était lui-même et qui le serait encore. Voilà l'avis, et évidemment, je me suis conformé très strictement à cet avis. Je ne sais pas si la HATVP donnerait aujourd'hui le même type d'avis, compte tenu des évolutions, mais en tout cas, c'est celui-là qui m'a été notifié, et c'est évidemment celui que j'ai suivi de façon très, très stricte. Sur votre deuxième question, il est évident que les ministres des Affaires étrangères, mais je pense que Jean-Yves Le Drian vous le dira encore mieux, ils ont parfois des vocations à porter les entreprises françaises à l'extérieur, et en particulier dans le domaine de l'exportation ou de la présence à l'étranger, à l'international. Donc, qu'il y ait eu des contacts entre Jean-Yves Le Drian et la direction de Total Énergie, à l'époque Total, notamment, vous avez cité le Qatar, pour que les gens connaissent nos intérêts, c'est le cas de ce que font toutes les entreprises. Toutes les entreprises adressent au ministère des Affaires étrangères, au ministre des Finances ou autres, des éléments. Donc, qu'il y ait eu des contacts, s'il y en a certainement eu, il vous le dira. Est-ce qu'on a facilité les voyages? Alors là, non. On n'encourage pas tel ou tel voyage. C'est quand on apprend qu'il y a un déplacement, ben effectivement, on peut communiquer des éléments d'information pour dire voilà ce que fait dans tel ou tel pays, en l'occurrence, vous avez pris l'exemple du Qatar, ce que fait la présence je ne sais pas si vous n'êtes jamais allé au Qatar, monsieur le rapporteur, mais la présence de Total Énergie au Qatar, effectivement, est très importante. C'est une des plus importantes compagnies qui œuvrent, et on pourrait trouver d'autres exemples. Mais je dirais que c'est une relation tout à fait normale. Il n'y a rien d'anormal dans cet élément. Et quant au Mozambique, il y a eu un problème particulier en 2021, lorsque la ville de Palma est tombée entre les mains des islamistes, puisqu'il y avait une cellule, ou des cellules, islamiques, un mouvement islamiste qui a pris possession d'une ville à proximité du site de Total Énergie. Ce que nous avons fait à l'époque, on a informé effectivement le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères de cette situation. Est-ce qu'on a demandé l'intervention de l'armée française? Certainement pas. Mais est-ce qu'on a informé du fait qu'il y avait une situation difficile et le risque de la mise en place d'un kyste islamiste au nord du Mozambique? Bien entendu. La seule chose qu'on a vraiment essayé je dirais, je crois que vous allez aller à Bruxelles bientôt, qu'on a vraiment essayé de dire, c'est attention, cette armée mozambicaine, elle ne tient pas la route, pour des raisons d'ailleurs historiques. C'est une armée pauvre en termes de moyens et qui ne résiste pas. Et donc, là où on a peut-être eu une influence, on a dit, ce serait bien que l'Union européenne puisse développer des actions de coopération. Mais c'était un avis, on ne prend aucune décision. Et d'ailleurs, la France a effectivement intervenue auprès de l'Union européenne pour qu'il y ait des actions de coopération. Je pense qu'on vous le dira lorsque vous irez. Je ne sais pas qui va y aller, mais j'ai compris que vous allez aller à Bruxelles. Et il y a eu effectivement un soutien de l'Union européenne, mais pas seulement un soutien français. Il y a eu un soutien de la présidence portugaise. Il y a eu un accord des Allemands qui se sont également mobilisés. Et in fine, l'Union européenne a décidé, en effet, mais ce n'est pas notre influence, c'est globalement l'évaluation de ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Le risque de l'existence d'un kyste islamiste au nord du Mozambique. Voilà, c'était ça le risque. Et c'est pour ça que l'Union européenne s'est mobilisée. Nous nous sommes contentés de signaler que c'était important. Nous étions partis. Nous avions quitté, puisque toute la zone a été évacuée après la prise de Palma par les islamistes. Voilà, donc là, forcément, l'information circule. Ce serait idiot de dire le contraire, c'est normal. Mais je dois vous dire qu'ayant exercé les autres fonctions dans le passé, évidemment qu'on est intéressé par les informations des acteurs qui sont sur place. Enfin, je veux dire. Et l'ambassade aussi, l'ambassade de France à Maputo ou l'ambassade de France dans telle ou telle région ou pays est forcément intéressée. Donc, mais il n'y a évidemment pas de demande d'intervention de l'armée française, qui avait d'ailleurs autre chose à faire, pour plein de raisons. Ah, mais l'armée rwandaise, c'est une affaire qui a été décidée par le président Nyusi. Là, pour le coup, c'est le président du Mozambique qui a choisi l'armée rwandaise. D'ailleurs, entre parenthèses, il a bien fait,
car l'armée rwandaise est la seule qui est probablement vraiment très respectée dans le Nord et qui a réussi à avoir une action dissuasive à l'égard des islamistes, en tout cas jusqu'à présent, pour autant qu'on puisse le voir. Merci. Monsieur Roiron. Oui. Monsieur Mallet, tout le monde reconnaît vos qualités en tant que grand serviteur de l'État à travers votre parcours professionnel. Moi, je voudrais tout simplement vous poser une question, et vous l'avez évoqué, c'est les relations que Total a aujourd'hui encore en Russie. Récemment, un article de la Tribune évoquait que vous déteniez, ou Total Énergie, du moins pas vous, vous déteniez près de 20% de Novatek. On sait que c'est le numéro 2 du gaz en Russie. Vous déteniez à peu près la même chose de Yamal LNG, qui exploite une station de production de GNL implantée en Sibérie occidentale. Vous avez été, par votre parcours, quelqu'un qui avait apporté beaucoup à notre pays. Et vous voyez bien que cette position est quand même compliquée. Parce que c'est quelque part, vous avez évoqué tout à l'heure l'image de la France. Vous avez évoqué l'image de Total. Mais vous voyez bien que dans les moments où nous vivons au niveau mondial, on doit avoir une image claire sur tout cet aspect-là. Donc, il y a quelque part, je ne dirais pas une contradiction, mais un antagonisme entre les deux aspects. Monsieur le sénateur, d'abord, je crois que vous allez avoir l'occasion d'examiner en détail la situation de la maison en Russie, puisque vous avez prévu d'inviter une personnalité, d'ailleurs membre de notre comité exécutif, pour se consacrer à cette question. Donc, je ne vais pas trop empiéter sur ce que sera cette prochaine audition. Mais je peux quand même vous répondre, évidemment. Au moins, j'espère, sur l'essentiel. D'abord, nos principes ont été publiés le 22 mars 2022, très peu de temps. Et ils figurent donc... Et ces principes comportent notamment, en numéro 1, le respect des sanctions décidées par l'Union européenne. Et c'est un principe qui est appliqué de façon intangible et extraordinairement sourcilleuse par le management de la compagnie Total Energy. Par conséquent, nous n'avons plus aucune vue, sauf sur le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui est autorisé aujourd'hui par l'Union européenne. Donc la seule activité, qui est d'ailleurs pas une activité que nous opérons, mais qui est opérée par les partenaires de la joint venture, pardon, c'est pour l'anglicisme, qui gère le site de Yamal. En dehors de cela, nous n'avons pas d'activité, quelle qu'elle soit, en Russie. Donc il faut bien avoir ça. Tout le reste a été arrêté ou gelé. Et d'ailleurs, les actifs que nous possédions en Russie ont été déconsolidés dans notre bilan. Ceci a fait l'objet de communiqués. Donc on pourra vous donner là-dessus tous les éléments d'information que vous avez. Mais aujourd'hui, de façon, je dirais, très opérationnelle, la seule activité qui demeure est celle de l'usine de Yamal, que nous continuons à contribuer à maintenir, à financer, etc., et dont les importations en Europe contribuent à l'équilibre recherché, y compris par la Commission européenne, le gouvernement français, les gouvernements européens, parce qu'il y a encore un besoin qui s'est sérieusement réduit, mais il y a encore un besoin de gaz russe, d'origine russe, donc on appelle en l'occurrence le GNL. Vous savez que tout ce qui passe par le pipe, ou quasiment tout ce qui passe par le pipe, a été arrêté. Vous savez sans doute que les importations venues de Russie en Europe se sont effondrées en l'espace de moins de 18 mois. Donc tout ça a été... Mais il reste une partie qui est le GNL, qui est importé de Russie et qui vient effectivement de Yamal, qui est le seul actif que nous avons continué à laisser fonctionner et dans lequel nous sommes encore effectivement impliqués. C'est le seul. Voilà. Et je pense que je crois que c'est une position qui est assez claire et compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on a continué à... Alors qu'on aurait peut-être pu dire, on aurait pu arrêter, enfin, vous auriez pu me dire pourquoi vous n'avez pas arrêté. Il y a une raison qui est la situation du marché du gaz. Vous savez sans doute que le marché du gaz est un marché tendu. Aujourd'hui, il se trouve qu'il est un peu détendu, comme vous pouvez le voir. Mais vous avez peut-être remarqué que l'été dernier, je crois, il a suffi d'une grève dans une instance, dans une usine, dans un site en Australie, pour que le prix du gaz fasse des bonds. Donc il faut savoir que ce marché est aujourd'hui beaucoup plus calme, mais qu'il est nerveux. C'est-à-dire qu'à la moindre étincelle, si j'ose dire, le prix peut repartir fortement à la hausse. Donc je dirais simplement,
Voilà, c'est un élément d'appréciation qu'il faut avoir en tête. Et puis l'autre, c'est simplement qu'il y a des besoins et qu'une partie des besoins européens sont encore aujourd'hui fournis. Et il n'y a pas de consensus aujourd'hui entre les 27 au niveau de l'Union européenne pour arrêter cette importation qui est encore une fois la seule activité qui reste aujourd'hui pour la compagnie européenne Total Energy en Russie. Merci. Monsieur Varon, ça va. Bah, écoutez, alors une dernière pour la route. Oui, je suis passé pour la route, mais pardon. Pas sur la Russie. J'ai bien compris que dans le débat, non, mais j'y venais pas. Mais j'ai bien compris que dans le débat public que vous recherchiez, il y avait aussi des procédures judiciaires. Mais vous nous avez, en répondant à mes questions sur un certain nombre de dossiers de régions, vous avez souvent utilisé le pronom « on ». On intervient, on fait ça, on rencontre. Je voulais mieux comprendre, parce qu'effectivement, vous faites des déclarations maintenant à la Haute Autorité sur la transparence, sur vos rendez-vous, que ce soit les rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères ou les rendez-vous sollicités d'ailleurs. Vous avez déclaré un rendez-vous en 2022 sur le Mozambique. Le on, c'est qui en fait? C'est vous, c'est la direction des affaires publiques, c'est d'autres directeurs, c'est qui on? Concrètement, lorsque nous déclarons une action, pour prendre les termes précis qu'utilise la Haute Autorité HATVP, on, ça veut dire un des responsables qui est considéré comme représentant d'intérêt et qui est listé. La liste figure, la liste nominative figure sur le site de la HATVP. Il y a, je sais plus combien, une quinzaine de personnes qui y figurent. Lorsque, pour l'instant, la HATVP ne demande que l'existence et savoir quels ont été les interlocuteurs. Il ne nous interroge pas sur qui a été dans la compagnie. Concrètement, c'est effectivement soit moi-même ou les membres de mon équipe. Ça peut être aussi un directeur général, ça peut être un patron de branche. Voilà, ça peut varier en fait en fonction des sujets. Je peux vous donner un exemple. Si on va défendre un projet comme on l'a fait sur, par exemple, une centrale solaire en Guyane, ça va être nous-mêmes auprès du conseiller du cabinet ou bien nous-mêmes, j'entends, direction des affaires publiques. Ça peut être aussi l'un des cadres dirigeants du COMEX qui va dans un dialogue avec un ministre ou parfois un directeur de cabinet, mais c'est généralement plutôt les ministres, qui va effectivement porter cette décision. Donc c'est les éléments que nous déclarons sont effectués par les personnes qui sont déclarées représentants d'intérêt. Ils peuvent parfois être assistés par des experts, mais la personne qui conduit les actions qui sont déclarées sur le site de la HATVP, ce sont toujours ceux des représentants d'intérêt qui figurent sur notre liste. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, écoutez, merci pour cette audition. Et je rappelle à tous les membres de la commission que la prochaine audition aura lieu lundi après-midi. Merci à vous.